Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du 7-8 politique sur TV78. Deux invités aujourd'hui. Philippe Briot, le maire du Chesnay, qui évoquera entre autres le projet de rapprochement de sa commune avec Rocancourt. Ce sera tout à l'heure, mais pour l'instant, j'accueille Paul Martinez. Bonjour. Bonjour. Bienvenue en plateau. Vous êtes le président de l'UDI dans les Yvelines, le maire de Buchelay également. Vous venez d'être reconduit à la tête du parti centriste. C'est votre deuxième mandat. On va détailler un petit peu vos priorités pour les années à venir, mais tout d'abord, cette réélection, vous avez le sentiment que c'est la satisfaction aussi, le résultat plutôt du travail accompli? Je dirais pas ça. On a traversé effectivement, comme beaucoup de familles politiques dans les Yvelines, mais dans le reste de la France aussi, on a traversé un peu la tempête 2017 avec cette espèce de rééquilibrage ou de nouveauté, en quelque sorte, nouvel échiquier politique. L'élection du président Macron a effectivement un peu rebattu toutes les cartes, les nôtres en particulier, et on a dû, par-delà tout cela, aussi, j'allais dire, essayer de gérer un peu la crise interne, puisque vous savez que les radicaux, le Parti radical a quitté l'UDI. Donc c'est une année 2017 sur laquelle beaucoup de présidents de fédération à l'UDI ont dû faire comme ils pouvaient. Donc je ne parlerai pas de bilan, je parlerai de confiance. Ça s'est plutôt joué effectivement sur la confiance qu'ont les adhérents en ma capacité à fédérer, je pense. Il y avait deux autres candidats dans cette élection. Vous les avez rencontrés depuis. Est-ce qu'il y a une volonté aussi d'ouverture avec d'autres sensibilités différentes qui s'expriment ? Oui, il y a eu effectivement, il y a globalement une convergence sur les idées, bien sûr, mais comme dans toute famille politique, parfois il y a des débats internes sur des choix, les choix d'alliance ou de non-alliance, etc. Notamment à l'UDI, puisque vous savez qu'historiquement on était plutôt alliés au LR et que l'élection du président Macron a fait peut-être pas bouger les lignes, mais en tout cas se questionner beaucoup d'entre nous. Donc dans cette perspective, effectivement, il y a eu des débats. Moi, j'ai milité pour un rapprochement avec d'autres partis centristes comme le MoDem, notamment pour l'élection sénatoriale. Effectivement, le principal candidat face à moi, Bertrand Coquart, avait été un peu échaudé sur cette question-là. C'est là-dessus qu'il y a eu une légère division, mais le rassemblement se fera, j'en ai aucun doute. Aujourd'hui, l'UDI se situe où, justement? Quels sont ses alliés? La République En Marche, le MoDem, les Républicains, c'est encore en discussion. Ce sera du cas par cas en fonction des positions des uns et des autres, en fonction des hommes qui se trouvent dans chacun des camps. Alors, à l'échelle nationale, femmes, bien sûr. À l'échelle nationale, c'est plutôt clair. L'UDI n'est plus dans cette alliance avec les LR de M. Wauquiez. Ça a été très clair de la part de Jean-Christophe Lagarde, notre président. Pour autant, il n'est pas dans le gouvernement et dans la majorité. Il est dans une opposition constructive, comme on dit. Plutôt constructive à tout point de vue, puisque les différents groupes parlementaires UDI ont voté beaucoup de lois présentées par le gouvernement. Ils s'opposent parfois, notamment sur les 80 km/h et d'autres sujets qui sont des sujets de débats sociétaux. Pour le reste, effectivement, à l'échelle départementale, on a un département historiquement qui a construit, dont beaucoup de villes ont été construites sur des majorités UDI républicains. À l'époque, c'était UMP, puisque les élections avaient eu lieu en 2014. Une tradition centriste dans le département des Yvelines il y a très longtemps. Centre droit, voilà, on est un peu dans cette logique-là. Mais à l'évidence, l'arrivée là encore d'En Marche et de son mouvement interroge notamment dans le tissu très urbain. Il y a des grandes villes dans le département où effectivement le mouvement En Marche est en discussion avec les membres et les adhérents UDI locaux. Donc dire qu'il faudra faire des accords généraux et globaux départementaux, c'est un peu prématuré. Il faudra tenir compte de l'histoire avec nos partenaires républicains, parce que elle est là, elle existe, et ça s'est plutôt bien passé globalement dans beaucoup de communes où il y avait des listes communes LR-UDI, et tenir compte aussi de l'avenir quelque part à certains égards, et notamment avec le mouvement En Marche. Prochaines échéances, ce sera les européennes. Ensuite, il y aura les municipales. Déjà pour les européennes, l'Europe, thème central, thème fondateur de l'UDI. J'imagine que vous allez lancer toutes vos forces dans la bataille. Oui. Comment vous vous positionnez sur cette question-là de l'Europe, et comment avancent ne serait-ce que les discussions avec les uns et les autres? Vous avez raison de le préciser, c'est presque notre ADN. Alors vous allez dire, il y a d'autres partis qui sont européens. On est au-delà de l'européen, on est fédéraliste, c'est-à-dire qu'on est pour le degré
quasiment ultime, la constitution d'un État fédéral européen. À certains égards, bien sûr, il ne s'agit pas de nier les nations, la France, l'Espagne, l'Italie, etc. Mais on considère que pour beaucoup des enjeux qui sont les nôtres à l'avenir, climatiques, migratoires, il faut un gouvernement européen élu par les peuples européens. Ça peut pas être autre chose. C'est presque impossible aujourd'hui de se mettre d'accord sur ces questions-là. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, l'Europe est dans une impasse? L'Europe est morte déjà? Non, l'Europe n'est pas morte. Sa configuration technocratique actuelle bat de l'aile indéniablement, c'est-à-dire que c'est une Europe qui n'est pas politique. Elle n'est faite que de concertation et de négociations entre les États. On est dans une espèce de confédération négociée. Ça prend un temps fou. Dès qu'il y a un problème, c'est des mois et des mois de négociations entre les différents États. Et du coup, le problème n'est pas résolu. Le problème s'aggrave. La crise grecque, par exemple, la crise des migrants, enfin d'autres sujets ces 3 dernières années. Donc, clairement, il y aurait beaucoup plus d'efficacité à avoir un gouvernement en place, élu et qui travaille dès le début, sans avoir systématiquement le quitus de tel ou tel État. Donc nous, on milite pour ça, pour un fédéralisme, alors qu'il soit naissant, en quelque sorte, avec 6, 7, 8 pays qui veulent bien se jeter dans cette bataille-là. Et puis à terme, on verra. Mais c'est refonder l'Europe sur cette base-là, quoi. Alors même que d'autres qui sont très européens, et je leur fais pas de procès de ce point de vue-là, sont peut-être pas suffisamment fédéralistes. Voilà. Les forces, vos militants, vos soutiens dans le département sont tous tournés vers ces européennes? Oui, la grande majorité des centristes à l'UDI, mais ailleurs, on va dire. Je pense à nos anciens camarades, effectivement, radicaux, qui se sont un peu éloignés. À l'évidence, les européennes sont un scrutin qui intéresse le centre tout particulièrement. Je rappelle que les dernières élections européennes dans le département, la liste Modem-UDI, donc unifiée, une fois n'est pas coutume, avait fait près de 16% quand même dans le département, ce qui n'est pas anodin quand même. Elle était menée à l'époque à l'échelle régionale par Madame de Sarnez. Et voilà. Donc, quand les centristes parlent d'Europe, je pense qu'ils savent de quoi ils parlent. C'est quand même la famille politique fondatrice, Jean Monnet. Enfin, c'est quand même de cette famille politique qu'émergent les pères fondateurs de l'Europe. Ce sera votre priorité pour les prochains mois? Quelles sont les priorités, sinon, de l'UDI dans le département, j'entends? Tout à fait. Dans le département, en termes de thématiques, il y a l'Europe, il y a l'environnement, qui sont effectivement pour nous des enjeux majeurs. Et puis, bien évidemment, l'écriture d'un projet, en quelque sorte, local et départemental. Il va falloir faire des propositions aux habitants concrètes dans les différentes élections à venir, municipales et plus tard départementales. Et donc il faut qu'on ait un projet, nous, Fédération 78, sur ces sujets-là, quoi. Université d'été, ce sera en septembre, ce sera un moment important? Oui. L'UDI est un peu libérée en quelque sorte actuellement. Alors même si on a perdu peut-être en nombre, pas tant que ça, on aurait pu penser en perdre plus effectivement avec les départs des centristes de M. Morin et des radicaux. Elle est libérée parce que les chapelles n'y sont plus. L'UDI, c'est l'UDI maintenant. C'est pas les radicaux, plus un tel. Ce n'est plus que l'UDI. Et donc il peut y avoir un débat serein, sans arrière-pensée, si vous voyez ce que je veux dire. Comment se porte l'UDI dans les Yvelines, justement, pour conclure, en termes de militants aussi? On a effectivement fait l'objet d'une vraie baisse de militants. On était à peu près 300, on est à une centaine à peu près. Donc j'entendais un leader de la droite locale qui disait que les LR étaient passés de 9000 à 900. C'est pas divisé par 10, mais c'est divisé par 3, quoi. Alors, ce qui concerne l'UDI, malgré tout, on compte reconquérir effectivement avec ce discours assez direct. On est effectivement entre une droite très souverainiste, très identitaire et un gouvernement, certes avec des valeurs libérales, centristes, mais peut-être pas suffisamment affirmées, notamment à l'échelle européenne. Et alors, du point de vue des territoires, nous sommes de réels décentralisateurs, alors même que le gouvernement pêche un tout petit peu sur les territoires. On l'a bien vu à plusieurs égards. Merci Paul Martinez d'être venu pour cette édition du 7-8 politique qui se poursuit.
Dans un instant, je recevrai Philippe Briot, le maire du Chesnay. Nous parlerons du rapprochement de sa commune avec Rocancourt, mais aussi du service Autolib qui s'arrête, ce qui provoque la colère de l'élu. Pour l'instant, retour sur un autre rapprochement, celui des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Les représentants des deux instances qui œuvrent à une mutualisation des moyens depuis plusieurs années maintenant annoncent dorénavant vouloir gérer les collèges main dans la main. Reportage. C'est l'acte 2 du rapprochement entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Deux nouvelles compétences seront prochainement mutualisées, la commande publique et l'éducation, avec notamment une gestion interdépartementale des 214 collèges des départements. Bien entendu, il n'y aura pas de fermeture de collège. Bien entendu, il n'y aura pas moins d'effectifs dans les collèges. C'est à l'administration centrale, ce qu'on appelle l'administration centrale, que la convergence se fera. Nous pensons là aussi que le rassemblement de ces directions pourra nous permettre de faire mieux avec moins. Cet objectif a motivé la création de l'établissement public interdépartemental en février 2016. Actuellement, 45% des compétences départementales sont communes et les deux collectivités s'inspirent l'une de l'autre. Nous avons constaté que le service des Yvelines fonctionnait bien, qu'il donnait de bons résultats, en tous les cas que c'était mieux que ce que nous faisons. Donc il n'y a pas de problème. Nous adhérons à Activity. En unifiant ces nouveaux services, les Yvelines et les Hauts-de-Seine veulent rendre irréversible leur fusion, même si le gouvernement n'a pas rendu d'avis concernant la création d'une seule collectivité. Nous partons à présent pour la suite de ce 7-8 politique pour le Chesnay avec une réunion qui s'est déroulée fin juin entre Jean-Frédéric Poisson, le président du Parti chrétien-démocrate, ancien député des Yvelines, le républicain Jacques Millard, lui aussi ancien député, et Nicolas Dupont-Aignan. Les trois hommes se rassemblent sous la bannière des amoureux de la France. Nous sommes les amoureux de la France. Faire front à Emmanuel Macron sous une seule et même bannière. Hier soir, Jean-Frédéric Poisson et Nicolas Dupont-Aignan parlaient d'une même voix, celle du collectif Les Amoureux de la France, lancé en octobre 2017. Je maintiens que le projet du président Emmanuel Macron est le plus dangereux qu'on ait connu pour le pays depuis longtemps. Il promet la souveraineté européenne contre l'indépendance nationale. Il promet la société communautariste contre une culture qui est la culture française et qui doit continuer à irriguer notre pays. Je pense que les Français commencent à avoir conscience que Macron est en train de vendre la France par morceaux, de mener à la misère sociale et surtout aussi de laisser une immigration sans fin coloniser le pays, j'ai employé ce terme, violent, pour faire réagir mes compatriotes. Ils veulent réagir face à une situation qu'ils estiment urgente et appellent à un rassemblement de toutes les droites. La France doit être souveraine, libre, et que lorsqu'on aliène notre souveraineté collective, c'est-à-dire notre liberté collective, c'est notre liberté individuelle qui est en cause. En présence de Jacques Millard, maire LR de Maisons-Laffitte, Christine Boutin, deux membres de la Manif pour tous et d'anciens élus du Front National, la réunion a rassemblé près de 400 personnes. Il faut rassembler, au-delà des clivages même, je dirais, il faut rassembler la droite des gens qui ont la même façon de penser que Debout la France. Il faut qu'il y ait différents partis qui proposent différentes choses. S'il y a un parti unique, ça n'a plus aucune, la politique n'a plus aucune valeur. Je crois que la droite n'a pas intérêt à se diviser. Et l'initiative prise par Nicolas Dupont-Aignan va certainement dans la bonne direction. C'est génial, c'est ce qu'il faut, autrement on ne s'en sortira pas. Les amoureux de la France présenteront un programme commun pour les élections européennes de mai 2019. Philippe Briot, maire Les Républicains du Chesnay, bienvenue sur ce plateau. On vient de voir le reportage qui s'est déroulé dans votre commune, cette réunion des amoureux de la France. Vous n'étiez pas présent, néanmoins cela souligne la reconstruction qui se déroule à droite actuellement. Est-ce que vous la voyez d'un bon œil, cette reconstruction ? Est-ce que ça va clarifier un petit peu aussi les choses aujourd'hui ? Moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'on arrive à trouver les femmes et les hommes qui vont avoir le courage de pouvoir prendre les décisions sur ce qu'attendent les Français au quotidien. Et je pense que c'est ça qui est important. Est-ce que la droite est détenteur de ses valeurs ? Est-ce que le côté social ? Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une refonte complète de cette politique de personnes
et peut-être pas forcément de parti. Donc effectivement, je vois toutes ces personnes qui travaillent par des regroupements de partis. Je pense que le plus important, c'est d'avoir des regroupements de femmes et d'hommes qui vont défendre les points essentiels sur le travail, la sécurité, sur les migrants, sur plein de choses comme ça. Et je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on peut se retrouver. Voilà. On parle du niveau national, au niveau local aussi, il y a cette reconstruction. En tout cas, il y a des tendances qui s'expriment, ne serait-ce que pour la présidence des Républicains dans le département. Est-ce que vous êtes plutôt Pierre Bédier, Alexandra Dublanche ? Moi, je suis pour que les Républicains... Deux candidats déclarés. Je pense qu'il y a un lien direct aussi avec le président national. Donc, où LR, on a à nouveau tous les vieux tromblons qui ressortent pour reprendre le pouvoir, où on fait du renouveau. Je crois qu'il y a peut-être un peu tout cela. Je pense qu'au décours des élections, LR remplira ses troupes ou alors les videra. Voilà. Et quel que soit le président, la présidente désignée, vous resterez au sein des Républicains ? Je m'interrogerai. Très clairement, si Pierre Bédier devient président des Républicains, vous pourriez partir ? Attendons de voir déjà les résultats. Vous êtes venu aujourd'hui pour évoquer un rapprochement. On va parler de rapprochement cette fois-ci avec Rocancourt. La fusion a été votée par les 2 conseils municipaux. Ce mariage sera-t-il profitable pour les 2 communes, à votre avis ? Vous savez que je suis un défenseur du mariage, donc nous concubinions depuis déjà pas mal d'années, et donc il était peut-être nécessaire qu'entre les 2 communes, on réalise officiellement ce qu'on faisait officieusement. Les églises sont sur le Chesnay, un certain nombre d'équipements publics étaient sur le Chesnay, Rocancourt avait les siens, et je pense que les petites communes telles que Rocancourt sont asphyxiées financièrement parlant. Et je pense que Rocancourt, comme un grand nombre de communes en France, ont pu encore équilibrer leur budget cette année avec des reports crédits. Mais quand il n'y a plus de réserve, il y aura obligatoirement des faillites. Donc ça a été quelque part, je pense, un facteur déclenchant et pas une décision. On arrive en fin de mandat, je pense que c'est une décision qui était attendue par les habitants. Tout le monde se réjouit à partir du moment où on conserve effectivement les fiscalités, l'ensemble. Non, franchement, ça se passe très bien. Donc nous avons pris déjà une première délibération de principe et le 8 octobre, nous devrions prendre la décision définitive par délibération commune dans chacune des communes qu'on transmettra au préfet. Le préfet prendra à ce moment-là son arrêté s'il le souhaite et au 1er janvier, il n'y aura plus de Chesnay, il n'y aura plus de Rocancourt, il y aura la nouvelle commune, le Chesnay-Rocancourt. Le Chesnay-Rocancourt, le nom est acté déjà ? Vous allez solliciter les citoyens aussi peut-être ? Vous savez, c'est comme quand la maman est enceinte, on a déjà des prénoms, on a déjà le prénom, oui. Le Chesnay, l'avantage pour votre commune, c'est aussi de rattraper un petit peu le retard sur les logements sociaux. Non, pas tout à fait. C'est-à-dire que nous avons chaque 3 ans un plan triennal. Bon, donc chacune des communes, Rocancourt et Chesnay, avait son plan triennal. La seule chose, c'est qu'avec la nouvelle commune, il n'y a plus de référence de plan triennal. Donc, a priori, les arrêtés de carence ne devraient plus perdurer à partir du 1er janvier 2020. Par contre, nous aurons une triennale de 3 ans, 2020, 2021, 2022 pour notre nouvelle commune, en cumulant l'ensemble des logements sociaux que nous avons à faire. Et oui, c'est quelque chose que nous allons regarder ensemble et mutualiser l'ensemble des terrains ou des constructions possibles pour se faire, mais on a de bonnes idées. Pour les habitants, quels sont les changements qui seront palpables, réels, lorsque la fusion sera actée ? Alors, les interrogations des habitants. Est-ce que la fiscalité va changer ? Non, puisque nous avons 12 ans pour éventuellement harmoniser les fiscalités. Donc, il y aura 2 fiscalités qui vont cohabiter pendant une douzaine d'années, maximum. Qui peuvent, c'est-à-dire qu'on va monter un budget l'année prochaine, où a priori on appellera peut-être les mêmes fiscalités de part et d'autre. Il n'y a pas une mutualisation de cette fiscalité dès le 1er janvier. Ça, c'est le premier point. Et puis on attend la réforme de la taxe d'habitation qui conditionnera peut-être tout cela. Donc sur la fiscalité, aucune inquiétude. Ensuite, les Rocancourtois vont bénéficier de tous les avantages des équipements publics que les Chénésiens ont financés depuis des décennies. Donc quelque part, Rocancourt, en venant, va avoir une belle dot. Et nous, on aura une dot, effectivement, peut-être par un foncier qui va se faire. Donc, voilà, je pense que harmonisation des tarifs, harmonisation pour le stationnement, ouverture de tous les équipements publics du Chesnay Rocancourtois, ouverture pour les Chénésiens d'équipements de Rocancourt. Non, franchement, c'est tip-top. Et qui pour diriger cette commune ? Alors, il y aura au 1er janvier à nommer un nouveau conseil municipal. Donc, les 2 conseils municipaux actuels vont se réunir avec le même nombre d'adjoints potentiels et on refera une élection du maire, des adjoints, des délégations, sachant que
il y aura une commune déléguée pour Roccancourt, puisque chacune des communes qui fusionnent peut avoir sa commune déléguée. Donc une commune déléguée pour Roccancourt, le Chênay n'en prend pas, et on aura donc un nouveau maire qui sera à élire. J'anticipe votre question, voilà. Donc a priori, si les élus de nos groupes nous font confiance, Jean-François Pemry deviendrait le premier adjoint de cette nouvelle commune, serait le maire de la commune déléguée de Roccancourt, et éventuellement j'assumerai la responsabilité en tant que maire de cette nouvelle commune. Et nous aurons l'occasion, bien évidemment, de suivre ce dossier. Les dossiers qui ne manquent pas pour votre commune au début de cette période estivale. Il y a aussi votre colère contre ce service Autolib, service de véhicules partagés qui va disparaître. Vous avez lancé un collectif avec 98 communes, dont la vôtre, qui bénéficiaient de ce service. Est-ce que les choses s'améliorent? Les discussions ont eu lieu? Est-ce que vous en savez un peu plus sur le calendrier de retrait des voitures? À partir du moment où on ne sait rien depuis des années, il n'y a pas de raison qu'on sache quelque chose de plus aujourd'hui. Depuis la mise en place, vous n'avez jamais été associé, sollicité? Rien. Alors, nous avons reçu un courrier, d'ailleurs, hier, nous précisant les choses. Alors, c'est pas un collectif de 98 communes. Il y a la ville de Paris plus 98 communes. Et j'ai lancé un collectif possible pour les 98 communes. Or, lorsque nous avons délibéré pour liquider, quelque part, au niveau du syndicat, cette délégation, on a vu que nous avons eu un vote politique. Toutes les communes de gauche des 98 communes ont voté avec les représentants de la ville de Paris. Donc ça a été un vote politique. Ça m'a surpris d'ailleurs. Donc du coup, si la gauche a voté avec Mme Hidalgo, que font les communes de droite? Bon, eh bien, les communes de droite, pour partie, nous avons déjà au moins 15 ou 16 communes qui constituent ce collectif. Je peux vous annoncer en avant-première aujourd'hui que nous tiendrons une conférence de presse le mercredi 11 juillet à Paris, où nous allons annoncer nos décisions, parce que les gens pensent que ça y est, c'est fini, on va rien faire. Nous avons pris un peu de recul pour voir ce qui allait se décider en ce moment, et nous allons avoir des actions. La ville de Paris est en train de se débarrasser d'Autolib, parce que peut-être ça fait liquider le syndicat qui est embourbé aussi avec Vélib. Donc quelque part, il y a certainement une manœuvre politique pour Mme Hidalgo pour se débarrasser de Vélib, qui va très mal aussi, deuxième fiasco. Et le groupe Bolloré qui a montré qu'il essayait d'être confiant avec nous parce qu'on défendait, mais si on fait un recours, il ne touchera pas son argent tout de suite, donc il n'est pas favorable au recours. C'est pour ça que nous ne sommes relayés ni d'un côté ni de l'autre, et que nous relayons tout simplement nos habitants pour la dette et ceux qui bénéficiaient d'Autolib, qui fonctionnaient très bien. Et il n'y a aucune raison d'arrêter tout cela. Donc on va présenter effectivement la semaine prochaine un plan de bataille, d'une part pour limiter la dette, deuxièmement pour dire quels sont les responsables de tout cela, et troisième point, de pouvoir, par rapport aux stations qu'on a installées, ne pas les brader et utiliser quelque chose pour favoriser les voitures électriques, des taxis. Donc, il pourrait y avoir un nouveau service en place? Alors, on a vu dans les journaux, PSA, Renault, tout le monde se présente. Le free floating, dans Free, il y a beaucoup de liberté. La liberté, ça a aussi un cadre juridique. Donc, toutes les communes qui avons financé des stations, il n'est pas question qu'on brade tout ça, bien au contraire. Nous allons aussi accueillir peut-être les solutions alternatives du partage et des véhicules propres. Parce que sinon, solder ce système d'Autolib aura un coût pour les habitants de votre commune? Tel que c'est pour tous ceux qui ont effectivement des stations, mais normalement le déficit devait être absorbé à la fin de la délégation. On n'a pas laissé le temps d'une part de prendre des décisions pour améliorer, et on n'a pas pris les décisions pour que à la fin de la délégation on ait ça. Donc les responsables de l'anticipation de la fin de la délégation ont des comptes à rendre. Nous avons un certain nombre d'éléments juridiques pour ce faire. On les prépare, et le 11 juillet on va annoncer tout cela. Et nous suivrons bien évidemment aussi ce dossier. Merci Philippe Briot d'être venu en plateau. Nous allons refermer ce 7-8 politique. Prochaine édition, ce sera à la rentrée. L'actualité d'ici là est à suivre dans les éditions quotidiennes du journal. Très bonnes vacances.